En novembre 2013, le journal The Daily Express d'Angleterre a publié un article avec le titre suivant « Une fille craint de devenir une meurtrière comme sa mère ». Dans l'article, les journalistes James Fielding et Eugene Anderson ont écrit que le père de la jeune fille, John Trainor, avait déclaré « Elle a vu le visage de sa mère dans tous les journaux télévisés, les journaux écrits et sur Internet. Maintenant, elle lutte pour accepter tout cela. Elle m'a demandé l'autre soir « Papa, est-ce que je vais devenir comme ça? Serais-je une meurtrière comme ma mère ?» J'ai dû lui expliquer que ce n'est pas quelque chose que l'on hérite. Elle a vraiment peur de devenir comme sa mère. John, ex-mari de celle qui venait de devenir la criminelle la plus redoutée du Royaume-Uni, a également partagé qu'ensemble, ils avaient une fille de 7 ans à l'époque. Il a alors questionné les journaux. Comment expliquez-vous à une enfant de 7 ans que sa mère est une terrible tueuse en série? Des années passeraient avant que cette même petite fille, désormais identifiée comme Cheyenne Trainor, puisse finalement dire avec ses propres mots « Je ne suis pas elle, je ne serai jamais elle ». Au fil des années, les sentiments de peur, de colère et d'angoisse ont marqué la vie de Cheyenne, qui a dû porter le fardeau d'être la fille de la tueuse en série la plus terrifiante du Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous allons raconter l'horrible histoire de Joanna Dennehy, une criminelle égoïste, cruelle et sadique, qui a détruit non seulement la vie de ses victimes, mais aussi celle de ses propres filles. Alors restez avec nous et suivez cette histoire glaçante, car nous allons tout vous raconter. Lorsque Joanna Christine Dennehy, âgée de 30 ans, s'est finalement assise sur le banc des accusés du tribunal de la couronne de Cambridge, en Angleterre, ses parents, Kevin et Kathleen Dennehy, ont ressenti une immense tristesse en voyant leur fille sur le point d'être jugée comme une meurtrière. Selon eux, l'avenir de Joanna aurait pu être brillant, un avenir dans lequel ils avaient même investi. Cependant, quelque chose les inquiétait toujours. À l'école, Joanna était fréquemment renvoyée chez elle après avoir été surprise en train de boire de l'alcool dans l'enceinte de l'établissement. En 1987, à l'âge de 15 ans, la jeune fille a rencontré John Trainor, âgé de 25 ans, dans un parc. Selon John, elle avait un faible pour les chiens. C'est à partir de là qu'elle s'est brouillée avec ses parents et qu'elle avait un esprit un peu libre. Mais je l'aimais, en fait. Je l'aimais vraiment. Après avoir été expulsée de chez elle en raison de ses excès d'alcool et des accusations de vol, John a tenté de l'accueillir, mais sa famille a refusé d'héberger une fille de seulement 15 ans. L'amour, cependant, a pris le dessus, et les deux ont commencé à vivre dans les rues de Peterborough, où ils se sont mis à voler de petites boutiques locales. Le couple a dû fuir vers la ville de Milton Keynes, et en 1989, Joanna est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Cela a semblé marquer le début du déclin dans la vie de la jeune femme. Elle ne s'était jamais intéressée à avoir un enfant, car pour Joanna, il ne devait y avoir que John et elle. Ainsi, sa descente dans l'alcool, les drogues et la violence a commencé à prendre forme. John a raconté que Joanna avait commencé à entretenir des relations avec d'autres hommes et femmes, abandonnant complètement leur fille nouveau-née dans ses bras. À la fin de 1989, John a trouvé un emploi comme agent de sécurité, tandis que Joanna s'est tournée vers des drogues plus dures. Elle m'a trompé avec un voisin et prenait de la cocaïne. Je travaillais 17 heures comme agent de sécurité et elle passait ses nuits à boire chez des amis jusqu'à des heures indues, a déclaré John. Cette vie était loin de ce que John souhaitait pour lui-même. Il a donc déménagé avec sa fille à Kings Lynn, dans le comté de Norfolk. Seule, Joanna a dû trouver un emploi. Et par chance, elle a obtenu un travail dans une ferme où elle s'occupait du potager. Cependant, ses employeurs ont cessé de la payer en argent après qu'elle a accepté d'être rémunérée en bouteilles de whisky et de vodka. Plus tard, John l'a reprise auprès de lui, mais il a rapidement remarqué que Joanna devenait de plus en plus violente lorsqu'elle était ivre. Un jour, dans un accès de colère, elle a failli pousser leur fille de 3 ans dans les escaliers. Elle était absolument ivre ce jour-là. J'ai pris ma fille et je suis retourné vivre chez ma mère, a-t-il ajouté. En 2001, John a découvert que Joanna avait été envoyée dans une unité psychiatrique et il est allé la chercher une nouvelle fois. Ensemble, ils ont déménagé à Bedfordshire, puis sont retournés à Milton Keynes,
où ils sont restés pendant 4 longues années avant de s'installer à Wisbech, dans le Cambridgeshire, en Angleterre. Dans cette ville, ils ont réussi à louer une maison auprès d'un groupe de personnes âgées, qui rapporteraient plus tard avoir vu le couple se disputer constamment. Une voisine a raconté avoir vu Joanna saisir une batte de cricket pour frapper John, tandis qu'il tentait désespérément de se protéger. Elle était devenue folle. Elle criait et insultait, et elle continuait à le frapper avec la batte, a déclaré la retraitée. Quant à John, il était connu parmi les voisins comme un homme poli, gentil et loin d'être aussi problématique que Joanna. Au contraire, il le voyait souvent avec des yeux au beurre noir et des ecchymoses. Joanna était constamment sous l'emprise de l'alcool et des drogues, même lorsqu'elle promenait sa fille aînée. Un jour, elle a rasé la tête de la fillette jusqu'à ce qu'elle soit complètement chauve. Elle nous a dit que c'était à cause d'une maladie, mais personne n'y a cru, a conclu la retraitée. Les autres voisins ont raconté qu'il était courant de voir des gens entrer et sortir de chez Joanna à tout moment. Leur souvenir le plus marquant est le jour où elle s'est évanouie à cause des drogues dans le cimetière de la ville, où elle a passé toute la nuit. Finalement, Joanna a disparu pendant plusieurs semaines, et lorsqu'elle est revenue, elle était en état de choc dû aux substances. À d'autres occasions, les voisins voyaient Joanna flirter avec des hommes dans le parc de la ville, l'associant ainsi à la prostitution pour obtenir des drogues. Pour John, c'était une lutte constante pour sortir Joanna de l'alcool et des drogues. Il a essayé de lui montrer tout ce qui était en jeu, mais elle n'embrassait même pas ou ne serrait pas dans ses bras leurs 2 filles. À la fin de 2003, Joanna est devenue la maîtresse d'une femme nommée Charmaine, une relation qui a rendu la situation entre elle et John encore plus complexe. D'une manière ou d'une autre, John l'a supportée jusqu'en janvier 2009, lorsqu'il a réalisé que Joanna commençait à s'automutiler avec des lames de rasoir. Un soir, complètement ivre, Joanna a sorti une dague de sa botte et a poignardé le tapis devant ses filles. John s'est souvenu que ses yeux paraissaient froids, distants et vides. À l'époque, il était impossible de prévoir ce que Joanna était en train de devenir, mais il était clair pour John qu'elle était devenue méconnaissable. Lorsqu'il l'avait rencontrée, elle rêvait de devenir avocate, mais quelques années plus tard, la voilà assise dans un tribunal, accusée de plusieurs meurtres. Après l'incident de la dague, John a déménagé avec ses 2 filles chez sa mère, dans le Derbyshire. Ce fut seulement 4 ans plus tard que la police frappa à sa porte, annonçant que son ex-compagne, Joanna Christine Dennehy, était sous enquête pour une série de crimes barbares. Selon John, cela semblait inévitable. C'était une question de temps avant que cela n'arrive. Elle allait finir par faire quelque chose contre elle-même ou contre quelqu'un d'autre. Elle mérite ce qui lui arrive. Et si la peine de mort était encore en vigueur, elle n'y échapperait pas. En 2014, avant l'intervention de la police auprès de John Traynor, Joanna Dennehy résidait dans une petite chambre sur Befield Street, à Peterborough, au Royaume-Uni. Elle avait obtenu cette chambre après avoir rencontré Paul Creed, l'un des associés de l'entreprise immobilière Quicklet, spécialisée dans la location de chambres simples pour les habitants de Peterborough. Paul était initialement réticent à lui accorder cette chambre, mais Kevin Lee, âgé de 48 ans, propriétaire principal de l'entreprise, insista pour que Joanna obtienne une chance. En mars 2014, Joanna prit contact directement avec Kevin, qui supervisait également les travaux et la décoration des chambres. Le 20 de ce même mois, Kevin, qui résidait à Fletton, avoua à son épouse Christine qu'il avait une liaison avec Joanna. Alors que Kevin détruisait son mariage, Joanna vivait une relation tendue avec son colocataire, John Chapman, âgé de 56 ans, un ancien marin ayant servi durant la guerre des Malouines, un conflit qui s'était déroulé entre l'Argentine et le Royaume-Uni entre avril et juin 1992. Apparemment, Joanna n'appréciait pas John, qui était décrit par ses proches comme un ivrogne sympathique. Depuis mars 2014, ses amis avaient signalé que John se plaignait fréquemment du fait que Joanna cherchait à tout prix à le chasser. Jusqu'au matin du vendredi 29 mars, où Joanna le poignarda en plein cœur alors qu'il dormait. Ce même matin, Joanna contacta Kevin et organisa une rencontre avec Robert Tom Garfey. Sans grande surprise, le lendemain, le 30 mars, un homme promenant son chien près d'un fossé à Mere Hall, Newborough,
découvrit le corps de Kevin Lee. Le corps de Kevin fut retrouvé vêtu d'une robe féminine, portant des blessures graves à ses parties intimes. Sa famille publia un communiqué émouvant. La perte de Kevin nous a plongés dans une douleur indescriptible. Il était un mari dévoué, un père aimant, un frère attentionné et un fils exemplaire. Son meurtre a choqué la communauté locale. Les proches décrivirent Kevin comme un homme à la personnalité contagieuse, un pilier de la communauté. Mais le deuil fut interrompu lorsque, le 3 avril 2013, un fermier local découvrit 2 autres corps dans un fossé le long de Thorndike Road, au Royaume-Uni. Grâce aux empreintes digitales, les 2 victimes furent identifiées comme étant Lukasz Slabosewski, âgé de 31 ans, et John Chapman, âgé de 56 ans. Lukasz avait été vu pour la dernière fois le 19 mars 2013. Selon la police, il avait confié à ses amis qu'il avait récemment rencontré une petite amie anglaise. Originaire de Pologne, Lukasz avait quitté son pays natal en 2005 pour chercher une vie meilleure. Il avait trouvé un poste dans un entrepôt de l'entreprise DHL à Peterborough. Cependant, sa famille rapporta qu'il traversait une période difficile, essayant de vaincre sa dépendance à l'héroïne. Sa sœur, Magda Skripczak, déclara que Lukasz était un homme jovial, un véritable soutien pour sa famille et que sa mort avait brisé leurs parents. Les autopsies révélèrent que Lukasz et John Chapman avaient été tués à coups de couteau. À cette époque, la famille de John publia un communiqué. « Nous sommes profondément attristés et choqués par la perte tragique de John. Il était un frère, un beau-frère et un oncle très aimé. Son absence sera ressentie par tous ses proches et amis. » Avec la découverte de ces 3 corps, la police commença à suspecter qu'une femme était responsable de ces meurtres, perpétrés dans une résidence de Hogsthorpe, Peterborough. Lors des investigations, une vidéo de surveillance permit d'identifier Garth Street, âgé de 46 ans, un associé de Kevin Lee, dans une station-service au volant de la voiture de Kevin. À ses côtés, Joanna Dennehy était également visible, confirmant son rôle central dans l'affaire. Avec ces preuves accablantes, les enquêteurs mirent en place une chasse à l'homme pour arrêter Joanna et son complice avant qu'ils ne frappent à nouveau. La police découvrit rapidement que 2 hommes, Robin Bereza, âgé de 64 ans, et John Rogers, âgé de 56 ans, avaient été poignardés dans le secteur de West Fulling Street et étaient hospitalisés dans un état critique au Birmingham Central Hospital. Selon les témoignages des voisins, l'auteur des attaques était une femme qui semblait poignarder des passants au hasard dans les environs. Peu après, un porte-parole de la police déclara « Plusieurs personnes ont été arrêtées et sont actuellement en garde à vue. Nous pensons avoir identifié tous les suspects liés à cet incident. » Grâce à une étoile tatouée sur son visage, la femme fut rapidement identifiée. Sans grande surprise pour les enquêteurs, il s'agissait de Joanna Dennehy, la criminelle qu'ils recherchaient déjà activement. Nous tenons à rassurer le public que ces incidents ont été rapidement maîtrisés et que la police restera présente dans la zone pour fournir un soutien, annonça la police locale. Après l'arrestation de Joanna, il fut révélé qu'elle avait posé sur plusieurs photos avec la dague dentelée utilisée dans les crimes. Garth Street, arrêté en même temps qu'elle, raconta qu'elle se vantait souvent en disant qu'ensemble, ils formaient un duo comparable à Bonnie et Clyde, ce célèbre couple criminel américain des années 1930, responsable de nombreux braquages et meurtres, dont celui de 9 policiers. Des témoins affirmèrent avoir vu Joanna quitter les scènes des attaques avec un sourire sinistre, tout en léchant la lame ensanglantée de sa dague. Garth, au départ, se déclara innocent des accusations de complicité. Un autre complice présumé, Robert Moore, âgé de 55 ans, fut également arrêté avec eux. Il nia toute implication, affirmant qu'il avait été contraint de participer. Les investigations conduisirent également la police à Leslie Layton, âgé de 36 ans, qui possédait sur son téléphone une photo du corps de John Chapman, âgé de 56 ans. Cette photo avait été prise à 7h32 du matin, le 29 mars 2013. Le détective en chef, Martin Brunt, de l'unité des crimes graves de Bedfordshire, Cambridgeshire et Hertfordshire, décrivit Joanna Dennehy comme ayant une apparence très distinctive.
En septembre 2013, alors qu'elle attendait son procès, Joanna suscita une nouvelle controverse. Les gardiens de la prison découvrirent dans sa cellule un journal détaillant un plan d'évasion audacieux. Ce plan prévoyait d'attaquer les gardiens pour leur couper un doigt, qu'elle comptait utiliser pour déjouer le système biométrique de la prison. En réponse, Joanna fut placée en isolement. Là, elle sombra dans la dépression et commença à s'automutiler. Lors du procès, elle portait une chemise blanche et se tenait calmement dans le box des accusés. Joanna Dennehy admit rapidement avoir tué l'agent immobilier Kevin Lee, Lucas Slaboszewski et John Chapman, ainsi que les tentatives de meurtre contre Robin Bereza et John Rogers. La procureure déclara que Joanna ciblait principalement les hommes. Elle avait même confié à l'un de ses complices qu'elle ne souhaitait pas tuer de femmes. L'un des psychiatres rapporta qu'après son premier meurtre, Joanna avait déclaré avoir ressenti une certaine satisfaction. « J'ai tué pour tester mes propres émotions, pour vérifier si mon cœur était réellement aussi froid que je le croyais. » Le criminologue Dr. Case Jordan expliqua que Joanna avait admis ses crimes si rapidement parce qu'elle cherchait à affirmer son autorité. « Je pense qu'elle l'a fait pour garder le contrôle de la situation. Elle aime que les gens sachent qu'elle est la chef », compléta Maria Dennehy, la sœur de Joanna. Le 10 février 2014, Garth Street, âgé de 47 ans, fut reconnu coupable de tentative de meurtre. Leslie Layton, âgée de 36 ans, fut accusée d'avoir tenté d'entraver le cours de la justice. Le 29 février 2014, Joanna Dennehy fut condamnée à la réclusion à perpétuité. Le juge Spencer déclara qu'elle ne devrait jamais être libérée en raison de la préméditation de chacun de ses crimes et de son absence totale d'émotions humaines. Initialement, Joanna fut incarcérée à la prison de haute sécurité de Bronzefield, où elle fut diagnostiquée avec un trouble de la personnalité antisociale et borderline. Plus tard, Garth Street fut également condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 10 ans et 9 mois. Leslie Layton reçut une peine de 14 ans, tandis que Robert Moore, après avoir admis sa complicité, fut condamné à 3 ans de prison. Après le procès, il fut révélé que Joanna était placée sous la supervision du service de probation après avoir été condamnée pour agression et possession d'un chien dangereux. Une enquête montra que son cas avait été traité par des personnes inexpérimentées qui n'avaient pas perçu le danger qu'elle représentait réellement. En 2014, Joanna fut diagnostiquée avec un trouble de paraphilie sadomasochiste. Lorsqu'on lui demanda de commenter les attaques au couteau, elle répondit froidement « Pas de commentaire ». En 2018, alors qu'elle avait 21 ans, Cheyenne Traynor, la fille de Joanna, rendit visite à sa mère en prison. Lors de cette rencontre, elle confia aux médias « Elle ne ressent aucun remords pour ce qu'elle a fait. Elle a dépassé le point de non-retour. » Peu de temps après, Joanna fit parler d'elle en demandant sa codétenue Hailey Palmer en mariage. Cependant, la famille de Hailey s'opposa vivement à cette union, invoquant la dangerosité de Joanna. Ensemble, nous parcourons un chemin magnifiquement sombre, mentalement et physiquement dangereux, où nous ne saurons plus où je commence et où tu finis, écrivit Joanna dans une lettre adressée à Hailey. En 2018, les deux femmes tentèrent de mettre fin à leur jour dans un pacte de suicide qui fut interrompu par les gardiens de prison. En 2019, Joanna fut séparée de Hailey et transférée à la prison de Low Newton, dans le comté de Durham. Cette prison était également celle où était détenue Rosemary West, la tristement célèbre tueuse en série ayant assassiné de nombreuses jeunes filles. Apprenant cela, Joanna déclara avec menace qu'elle tuerait Rosemary si elle se croisait. En réaction, les autorités transférèrent rapidement Rosemary dans un autre établissement. 2 ans plus tard, en 2020, Joanna entama une relation avec Emma Adkin, âgée de 25 ans, emprisonnée pour sa participation au meurtre d'un homme. En mai 2021, Hailey Palmer, désormais libérée, chercha à renouer contact avec Joanna en prison. Avec l'aide de ses amis, Hailey consulta des avocats pour organiser son mariage avec Joanna. C'est une relation très étrange. C'est bizarre à dire, mais elles semblent s'apporter quelque chose de positif l'une à l'autre, déclara un ami proche de Hailey. Avec un ton humoristique, Hailey plaisanta. « On ne nous laissera pas couper le gâteau de mariage, parce qu'on n'autorisera jamais Joanna à avoir un couteau. » Le mariage devait avoir lieu à la fin de 2021, mais sans explication claire, Joanna rompit tous ses liens avec Hailey. Selon certaines sources, Joanna Dennehy est considérée comme l'une des 3 femmes les plus dangereuses du Royaume-Uni,
aux côtés de Mira Hindley et Rosemary West.